Les espions les plus réussis sont ceux dont vous n'avez jamais entendu parler, ceux qui évoluent dans l'ombre, qui apprennent à se fondre dans la masse. C'est peut-être pour ça que peu de gens en dehors d'Israël connaissent les noms des maîtres espions cachés derrière la légendaire réputation du Mossad. Mais les Juifs de Palestine qui se battaient pour construire une patrie juive ne pensaient pas à leur réputation future. Ils étaient bien trop occupés à assurer leur survie. Leur foyer était entouré d'ennemis, et s'ils voulaient gagner la guerre que tout le monde voyait venir, ils avaient besoin de renseignements. C'est de cette façon que les premiers agents infiltrés d'Israël se sont retrouvés derrière les lignes ennemies, armés de peu de choses à part un engagement acharné à protéger un État qui existait à peine. La moitié de ces hommes ne vivaient pas jusqu'à 30 ans, mais chacun d'eux a contribué à construire le Mossad. C'est l'histoire de la première unité d'espionnage d'Israël. En novembre 1947, les Nations Unies ont voté pour la partition de la Palestine en deux pays. Un pour les Juifs, un pour les Arabes. Les deux camps ont passé la journée collés à leur radio. Lorsque la décision a été annoncée, les Juifs de Palestine se sont déversés dans les rues en pleurant et en dansant de joie. Les attaques contre les Juifs ont commencé dès le lendemain. Au début, les Arabes de Palestine ont pris l'offensive, tandis que les Juifs se défendaient. Mais bientôt, les groupes juifs radicaux ont commencé à faire exploser des bombes dans des marchés, des théâtres. Chaque explosion envoyait un message aux Arabes de Palestine. Nous ne partirons pas. Et les milices juives ont commencé à élaborer des plans de raid pour s'emparer des territoires arabes. Mais les guerres ne se gagnent pas uniquement avec des bombes et des balles. Il y a un cliché qui dit que la connaissance, c'est le pouvoir. Dans ce cas, la connaissance faisait la différence entre des juifs morts et des juifs vivants. Et c'est pourquoi les juifs de Palestine avaient besoin d'espions. Mais pas de simples espions. Ils avaient besoin d'espions capables de se fondre dans les cafés du monde arabe, en engageant des conversations pour recueillir le moindre indice sur les plans prévus. D'espions capables de circuler incognito dans les villes arabes, en traquant la position des combattants et des armes. D'espions capables de s'introduire dans des entrepôts d'armes avec des bombes ou des grenades. Des espions qui pouvaient suivre les leaders arabes les plus violents jusqu'à connaître leurs habitudes et leurs vulnérabilités par cœur. Ils avaient besoin d'espions capables de réfléchir rapidement, qui savaient incarner leur personnage, qui pouvaient observer sans se rapprocher trop près, qui pouvaient tirer pour tuer sans jamais perdre de vue leur mission. En d'autres termes, ils avaient besoin d'espions comme Gamliel Cohen et Isaac Shoshan. Ni Gamliel ni Isaac n'étaient venus en Palestine pour devenir espions, mais ils étaient fatigués de vivre comme des citoyens de seconde classe dans leur Syrie natale. Isaac en avait assez d'être trop pauvre pour se payer une paire de chaussures, trop effrayé par ses voisins musulmans pour prononcer le mot sionisme à voix haute. Alors à 18 ans, il a réuni tout l'argent qu'il pouvait, et sans en parler à son père, il a payé un passeur pour lui faire traverser la frontière jusqu'en Palestine. Gamliel, lui, en avait assez de prier en direction de Tzion, de terminer chaque Seder de Pessah par les mots « l'an prochain à Jérusalem » alors que Jérusalem était juste là. À 21 ans, il décida qu'il n'attendrait pas l'année prochaine, il marcherait jusqu'en Palestine s'il le fallait. C'est là qu'ils ont rencontré les combattants du Palmar, qui allaient changer le cours de leur vie. Dans les 6 mois qui ont suivi le vote des Nations Unies sur la partition et la déclaration d'indépendance d'Israël, les Juifs de Palestine étaient dans une position étrange. Ils avaient l'approbation mondiale pour construire un État. Ils disposaient de nombreuses infrastructures et institutions, mais ils n'avaient pas réellement un pays, et ça signifiait qu'ils n'avaient pas réellement une armée. Juste 3 milices qui allaient bientôt se combiner pour former les forces de défense israéliennes. Le Palmar était la force de frappe d'élite au sein de la plus grande milice juive. Mais ce n'était pas exactement les Navy Seals. Les combattants du Palmar manquaient de financement et de ressources. Leur arme la plus puissante était leur détermination, et désormais leur cohorte de juifs arabophones comme Isaac et Gamliel. Ils ont donc appris les subtilités de la prière musulmane. 5 fois par jour, avant de se prosterner sur leur tapis, ils se lavaient soigneusement. D'abord les mains, puis la bouche, puis le nez. Même dans ses 90 ans, Isaac pouvait encore exécuter cette chorégraphie de mémoire. Ils ont appris à charger, nettoyer et démonter des armes, à tirer rapidement et avec précision, peu importe la cible. Ils ont appris à fabriquer des explosifs avec ce qui leur tombait sous la main, à semer un poursuivant. Ils ont appris à penser rapidement, à maintenir sa couverture quand un étranger posait trop de questions, à faire parler quelqu'un sans qu'il ne se rende compte de ce qu'il révélait. En bref, ils ont appris à devenir les hommes qu'ils prétendaient être. Et bien qu'ils parlaient, s'habillaient, mangeaient et ressemblaient à leurs voisins arabes, ils n'étaient pas des arabes. Peu importe leur pays d'origine, peu importe leur statut social, leur richesse ou leur éducation, ou même les siècles qu'ils avaient passés dans leur maison. Tôt ou tard, leurs voisins leur rappelaient toujours qu'ils n'étaient pas des arabes. Ils n'étaient pas des musulmans, ils n'étaient pas maîtres de leur destin. Pas avant d'arriver en Israël. Mais une fois qu'ils ont rejoint l'unité d'espionnage, nommée avec beaucoup de créativité la section arabe, ils n'étaient plus non plus des juifs. Ils étaient Mistaravim, littéralement ceux qui deviennent comme des arabes. Que signifie devenir comme un arabe? Aujourd'hui, Israël dispose de protocoles de formation approfondis pour ses agents infiltrés. En fait, vous connaissez peut-être certains d'entre eux si vous avez regardé la série télévisée Fauda. Les hommes et les femmes de cette unité sont également des Mistaravim. Ils disposent de beaucoup plus de ressources que leurs prédécesseurs, des tireurs d'élite entraînés aux technologies sophistiquées. Ils peuvent brouiller des signaux de communication ou surveiller leurs cibles avec des drones. Mais la formation de Gamliel et Isaac était bien éloignée des protocoles du XXIe siècle. Leurs superviseurs improvisaient tout au fur et à mesure, y compris ce que signifiaient les termes
être comme un arabe. Pour Gamliel, ça signifiait se rendre à la belle mosquée de Haïfa pour écouter un prêcheur fervent connu sous le nom le Tigre. Ça signifiait faire semblant de prier avec grande sincérité et écouter le Tigre exhorter les 700 hommes de la mosquée à remplir leur devoir sacré, combattre les Juifs. Ça signifiait observer attentivement le Tigre, compter ses gardes du corps, évaluer son influence. Et son influence était immense. Il avait réussi à rallier une grande partie des Arabes de Haïfa à sa cause. Les Juifs ne pouvaient pas se permettre de perdre la ville côtière avec son accès au port, son industrie florissante et son université de classe mondiale. La décision fut prise, le Tigre devait être neutralisé. C'est Isaac qui était chargé d'aider à neutraliser le Tigre. En février 1948, alors que le cheikh rentrait de Damas où il s'était rendu pour demander au gouvernement syrien de fournir davantage d'armes aux combattants arabes de Palestine, Isaac surveillait la route comme un aigle. Après avoir donné le signal, les assassins juifs se sont approchés de la voiture du Tigre. Ils ont braqué leur mitraillette, puis ouvert le feu. C'était là les types de missions effectuées par la section arabe. Légèrement improvisées, très rudimentaires et bien loin des missions futures du Mossad. Comme le cheikh l'a raconté plus tard, le plomb est tombé sur nous comme des gouttes de pluie. La plupart de ses compagnons ont été tués. Par miracle, il a survécu. Mais les espions de la section arabe avaient remporté une victoire. Le cheikh quitta Haïfa en abandonnant sa force naissante de combattants pour ne jamais y revenir. Haïfa était désormais vulnérable. En avril de cette année-là, après une bataille chaotique, la ville est tombée entre les mains des Juifs. Les Arabes de la région savaient que quelque chose se passait. Ils ont placardé des affiches dans les villes arabes pour avertir la population de la présence des espions et imposteurs. La société arabe restait à l'affût de toute personne ayant un accent suspect, une prière maladroite ou une méconnaissance des normes culturelles. De nombreux espions ont été capturés. Leur mort fut si atroce qu'elle défie toute description. Pourtant, le reste de la section arabe a perduré. Ils n'avaient pas d'autre choix. Leur bravoure s'était forgée dans le désespoir. Moins de 5 ans auparavant, un tiers des Juifs du monde avaient été exterminés systématiquement. Chaque Juif comprenait les conséquences de l'effondrement de leur fragile petit foyer national. Et c'est comme ça que Gamliel Cohen, alias Youssef Al-Hamed, se retrouvait à Beyrouth, complètement seul. Il n'avait aucun quartier juif où se cacher, aucune force d'intervention autour de lui, aucun ami qui connaissait son vrai nom. Il avait vu des hommes traînés hors des bus et battus parce qu'ils étaient soupçonnés d'être des espions juifs. Il avait même entendu des accusations répétées qui insinuaient qu'ils n'étaient pas ce qu'ils prétendaient être. Et chaque fois, il devait calmer son cœur affolé et réagir avec un mélange approprié d'indignation et de sarcasme. Moi, Youssef Al-Hamed, un espion, un juif, vous êtes fou? Pendant 2 ans, il a vendu des bonbons et des fournitures scolaires à Beyrouth tout en observant attentivement ses voisins. Au début, il était seul. Il ne pouvait pas entrer en contact avec la communauté juive locale. Ça aurait compromis sa couverture et mis en danger leur sécurité. Les Juifs de Beyrouth subissaient déjà des attaques en représailles à la guerre en Israël. Mais Gamliel n'est pas resté seul longtemps. Bientôt, ses collègues espions l'ont rejoint. Ensemble, ils ont commencé à envoyer leurs rapports à la maison. Ils surveillaient l'ambiance au Liban. Ils analysaient la couverture médiatique de la guerre au sud, les sympathies des différentes populations chrétiennes et musulmanes du pays, et le sort des réfugiés ayant quitté la Palestine pour se mettre à l'abri au Liban. Ils ont aussi rapporté que Beyrouth était sans défense face à une attaque aérienne, que des armes et des voitures étaient déchargées au port pour aider les États arabes dans leur effort de guerre contre les Juifs, qu'il y avait plusieurs bonnes cibles à bombarder en ville, comme des entrepôts et des réserves de pétrole, si le besoin s'en faisait sentir. Mais la guerre n'arriva pas à Beyrouth. En revanche, le yacht de Hitler, lui, si. Les hommes de la section arabe n'avaient pas perdu de famille dans l'Holocauste, mais ils étaient tout aussi désireux de voir justice rendue que n'importe quel juif. Et lorsqu'ils ont appris qu'un yacht ayant appartenu à Hitler était désormais ancré à Beyrouth, ils sont devenus obsédés par cette nouvelle. Comme si l'histoire ne suffisait pas, le yacht devait bientôt partir pour l'Égypte, où il serait utilisé dans la lutte contre les juifs, à moins que les espions ne l'arrêtent. La mission pour détruire le yacht d'Hitler était risquée. Elle ne pouvait en aucun cas être tracée jusqu'à Israël. Elle ne pouvait certainement pas provenir de l'intérieur de Beyrouth. Alors, lorsque le yacht prit la mer, les espions ont envoyé un nageur équipé de 2 mines dans l'eau. Grâce à l'obscurité, il a fixé les 2 mines au bateau. Et puis, ils ont attendu l'explosion. Ils ont attendu. Et attendu encore. 2 semaines plus tard, alors qu'ils planifiaient une nouvelle tentative, ils ont entendu une puissante explosion venant du port. L'explosion était spectaculaire. Le nageur avait attaché l'explosif au réservoir de carburant en supposant que le bateau exploserait en pleine mer. Pendant des semaines, les journaux libanais ont spéculé sur cette mystérieuse explosion. Mais personne n'a imaginé un seul instant que c'était les Juifs qui avaient détruit le yacht. Et c'était une excellente chose. Si quelqu'un avait soupçonné une implication juive, ça aurait été désastreux à la fois pour les espions et pour la communauté juive de Beyrouth. Le yacht ne fut jamais envoyé en Égypte et on ne saura jamais les dommages qu'il aurait pu causer. Peut-être que son élimination a sauvé des vies, peut-être pas, mais les bénéfices psychologiques ont été immenses. Un symbole d'Hitler avait suivi les Juifs jusque dans leur refuge, leur patrie, mais il l'avait réduit en cendres, comme pour dire « nous ne serons plus jamais faibles ». Et c'est ça le véritable héritage de la section arabe. Leur succès ne se mesure pas en exploits spectaculaires, pas en assassinats audacieux ou en évasions dramatiques. Ces histoires sont les plus intéressantes à raconter, mais elles ne reflètent pas toute la réalité. La vraie histoire est bien plus profonde et bien moins glamour. On ne sait
sait pas avec certitude combien de vies ces espions ont sauvées, ni combien ils en ont prises. Mais on sait que beaucoup ont donné leur vie pour la cause. Et on sait que sans leur expertise, bâtie à force d'essais et d'erreurs, au fil d'années de vie clandestine, le Mossad ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Et Israël ne serait pas ce qu'il est. Par définition, un espion travaille dans l'ombre et en coulisses. Pour chaque espion dont on connaît le nom et les exploits, il y en a 10 autres dont les contributions ne verront jamais la lumière. Mais on connaît les noms et les histoires d'Isaac et de Gamliel. Ils ont inspiré chaque espion qui a servi avec eux et chaque espion venu après eux. Leur héritage perdure, non seulement dans les pages des livres, d'histoire, mais dans les valeurs même d'un état né de la nécessité, forgé dans l'adversité et résolu à ne jamais céder.